Bonjour Michel Platéron. Oui, bonjour. On est ravis de vous avoir sur le stand Expression au Salon Rent. Vous êtes à la tête de la FNAIM du Grand Paris. Oui. Quels sont aujourd'hui les grands enjeux et les chantiers à l'œuvre pour la FNAIM? Oui. Alors nous, la FNAIM, on est un syndicat d'agents immobiliers et l'enjeu qu'il y a maintenant, c'est le nouveau DPE, le diagnostic de performance énergétique. Le premier avait démarré au 1er juillet avec une évaluation des travaux qui avait été pas trop bien estimée. En fait, pour vous donner un chiffre, celui du mois de juillet, pour la totalité bien rénovée, ça coûtait 600 milliards d'euros. J'ai bien dit milliards, pas millions, pour rénover le logement en question. Est-ce réalisable? Voilà, non, c'est impossible à faire. Impossible. Une erreur de ceux qui l'ont initié, mais c'est bien. Moi, j'ai fait une vidéo avec le groupe sur YouTube et j'ai expliqué le 18 septembre que c'était impossible à faire et heureusement le gouvernement a changé. Le 24, ils ont annoncé que les logements qui dataient d'avant 1975, ils allaient refaire une autre étude, un autre DPE. Bon, il y a toujours beaucoup de frais à faire, en quelque sorte. Ce que je sais, je ne l'ai pas lu encore dans le détail parce que c'est sorti il y a 2 jours, ce que je sais que les appartements où il est impossible de faire plus d'isolation que ceux que demandait le premier, malgré tout, les appartements devraient clouer. Mais je vais examiner ça de près. Donc nous, notre métier, c'est d'informer nos agents immobiliers qui vont chez nous de la transaction, de la gestion, du syndic, parce qu'il y a les parties communes aussi qui rentrent en ligne de compte. Et c'est un enjeu énorme, voilà. Après, on verra après toutes les aides qu'il va y avoir, qui s'adaptent, qui ne s'adapteront pas à cette nouvelle norme. Voilà. Affaire à suivre sur la question. Affaire à suivre, voilà, de près, très près. Voilà. Et quid de la pénurie de logements pénurie de logements. Alors, il y a plusieurs régions, mais l'Île-de-France, je connais bien. L'Île-de-France, il y a 40 à 60 000 personnes tous les ans, nettes, qui arrivent en Île-de-France. Ces gens-là, ils arrivent plutôt dans la deuxième ceinture, dans la première. Donc, on manque de logements partout. Partout. Et j'avais fait un article dans un magazine en expliquant qu'il fallait, pour les logements intermédiaires. Les logements intermédiaires, qu'est-ce que c'est? On va dire que ce sont des HLM de luxe. J'ai bien dit de luxe. Pourquoi? Parce que 82% de la population rentre dans les critères des logements intermédiaires. Et ce logement intermédiaire, il y a un moyen. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas imposer aux promoteurs de faire de 20 à 50% des logements sociaux dans les immeubles du commun de mortels. Pourquoi? Parce que ça fait augmenter le prix. Et ça fait 40 ans qu'on fait ça. Il faut que les logements sociaux soient faits à 100% et payés à 100% par les offices qui doivent les construire. Alors pourquoi? Parce que ça nous fait... Si le prix augmente, les loyers augmentent et après on arrive à l'encadrement des loyers, ce qui est très, très dérangeant à la fois pour les investisseurs, pour les agents immobiliers qui travaillent. Mais est-ce réellement appliqué? Est-ce que... L'encadrement des loyers, est-ce que c'est réellement appliqué? L'encadrement, bien sûr qu'il est appliqué. Enfin, nous, professionnels de la FNAIM, on le fait appliquer, on envoie des mails très souvent. On a eu des alertes par divers médias et on s'acharne à ce que... Je sais bien qu'il y en a qui ne le font pas, qui ne le respectent pas. Mais nous, en tout cas, c'est notre devise, c'est de le faire appliquer. Et cette approche de logement intermédiaire, est-ce qu'elle est entendue? Elle est entendue, à force d'en parler, elle est très bien entendue. La preuve, je sais qu'Action Logement, la mairie, la région, je crois, ont investi quasiment 6 milliards d'euros pour ce système, voilà, qui s'applique avec un bail à construction. En fait, l'idée, c'est de séparer le bâti du terrain, prendre un long crédit sur le terrain, parce que ça, c'est possible, qui pourrait aller jusqu'à 90 ans, mais bon, plus on étale. Et ensuite, on fait le bâti. Et la répartition, si vous voulez, entre le loyer, on prend 100% du loyer, on met 85% pour payer le bâti et 15% pour payer le terrain, capital et intérêt. Bien sûr, il y a un curseur. Chaque terrain ne convient pas, ce curseur peut bouger. C'est la raison pour laquelle on peut construire beaucoup de logements, à condition d'avoir des terrains, et des terrains, il y en a. Et selon vous, comment est l'état du marché à la sortie de cette crise sanitaire? La crise sanitaire, alors... Le Covid a freiné, comme vous savez, les logements touristiques, pour ne pas le citer, Airbnb et autres. Donc ceux qui avaient acheté des appartements très chers au prix au mètre carré pour faire du Airbnb se seront trouvés dans la peine. Et on a vu en fin d'année 2020 et 2021, on a eu plus de 50 000 logements
studios, 2 pièces, ça fait des logements qui sont revenus sur le marché. Et comme les étudiants étaient partis ou autres, là c'est reparti. Mais si vous voulez, ça a fait un creux pour certaines personnes. Voilà. Airbnb, si Comment vous voulez. Contrer Airbnb, la puissance d'Airbnb? Le contrer, c'est une chose, dissuader. Les maires peuvent instaurer des pratiques. Je crois que la mairie de Paris a demandé plusieurs possibilités. Chaque mairie peut faire ce qu'il veut. Airbnb, ça peut faire du bien à des villes, bien sûr. Et ça peut faire du mal à d'autres. Par exemple, vous auriez un exemple à me donner? Oui, mais à Paris, par exemple, oui, où ça fait du bien, il y a une ville comme Colmar qui était abandonnée partout. Et grâce à Airbnb, je sais que les appartements ont été rénovés et ils ont été rentabilisés grâce aux locations. C'est sûr que avec le Covid ou la Covid, peu importe, ça a dû leur faire drôle, si vous voulez, et ça a dû être gênant, mais ça repart. Mais à Paris, ça concurrence les hôtels, les résidences hôtelières également, et je comprends très bien que les politiques s'attaquent de temps en temps aux avantages qui sont liés à ces locations. En plus, ils ne sont pas limités au niveau du prix. Bien sûr. Voyez, voilà, demain, vous voulez louer un appartement vide, vous allez être limité au niveau du prix au mètre carré. Airbnb, c'est nos limites. Donc, il y a quand même, ils ont trop d'avantages, si vous voulez. Donc, qu'ils soient attaqués, je peux le comprendre. Voilà. Et on parle beaucoup d'exode urbain, notamment sur Paris. Est-ce que c'est un mythe? Alors, l'exode urbain, oui, il y en a un. Les chiffres qui ont 2, 3, 4 mois dans ma tête, je sais qu'il y a 12% des Parisiens qui ont quitté Paris. 12%. Voilà, c'est pas mal, pour aller un peu plus loin. Quelle tranche d'âge? Alors, je vais vous expliquer. Il y a eu d'abord les mauvais produits. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais produit? C'est un 7e sans ascenseur ou un rez-de-chaussée face aux poubelles. Et après, ce sont ceux qui n'ont pas de balcon, pas de vue, rien du tout. Ces gens-là, les gens, ils en ont eu marre de rester chez eux. 24 heures, il y en a qui sont allés chercher un balcon, un rez-de-jardin ou autre chose, ou de la surface en plus. Donc certains, alors Paris s'est vidé un peu, d'accord, ça n'a pas empêché le prix d'augmenter, mais le nombre de transactions a baissé. Par contre, vous avez, après, ça s'est éclaté de la première ceinture à la deuxième, de la deuxième à plus. Après, ça a été le TGV, ça a été à 1 heure. Il y a plein de gens. Même dans le Larzac, les prix ont augmenté. Moi, je suis du Midi, dans la région, les prix ont augmenté. C'est ça qui est dingue. C'est bon. Et puis, tant mieux. Bon, pourquoi? Parce que le télétravail qui a boosté ça, tous ceux qui peuvent faire du télétravail, tant mieux. Mais ça, quand on va dans le Larzac, il faut être en télétravail à 100%. Tout le monde ne peut pas le faire. Je sais que sur Paris, région parisienne, le télétravail, on est en train de faire marche arrière. Il y a même un problème dans les bureaux et qui reviennent, si vous voulez. Parce que les gens, ce qui va se passer avec le télétravail, il y a ceux qui sont très ambitieux, ceux qui le sont moins. Ceux qui seront présents dans la société auront certainement droit à des promotions, à la fois financières et hiérarchiques. Ceux qu'on ne voit jamais, qui sont toujours derrière la caméra, je ne suis pas sûr qu'ils les aient. Voilà, au niveau. Affaire à suivre aussi. Affaire à suivre, de nouveau. Exactement. Que pensez-vous du permis de louer? Le permis de louer, pour moi, c'est une aberration pour les professionnels. Ce permis, il avait un bon sens, comme beaucoup de choses, pour chasser les gens qui utilisent, ils mettent 7, 8, 9, 10 personnes dans un studio ou autre. Très souvent, ce sont des étrangers avec des revenus non déclarés ou autre. Au départ, c'était bien pour chasser et abuser. Mais les professionnels que nous sommes, d'accord, un professionnel, il est diplômé, ou il a travaillé 20 ans dans une agence, ou 15 ans, et ainsi de suite, il sait ce que c'est. Nous, on est des tiers de confiance. Et on ne mérite pas d'avoir ce permis de louer. Donc, je sais que la ministre du Logement est pour le garder, parce qu'elle a peur qu'il y ait un retour de manivelle, et je lui donne raison. Par contre, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs députés. Je leur ai dit, écoutez, à partir du moment où on envoie un employé municipal, qui va valider si l'appartement peut être loué ou pas. Il suffit que les agents immobiliers professionnels, tiers de confiance, aient la même formation que l'employé municipal, ils en seront toujours 10, 20, 30 fois plus qu'eux. Et pourquoi et là, ce serait la mairie qui accorderait, mon idée, c'est que c'est la mairie qui accorderait un droit d'exonération de ce permis de louer. Ça, ce serait bien. Pourquoi tant de réticence? Au départ, ça part de mon sentiment de leur part. C'est
comme les 35 heures, il y en a qui en ont bénéficié, mais moins que ceux qui ont perdu. Voilà. C'est les marchands de sommeil pour le permis de louer, c'est eux qui ont déclenché ça. En fait, si vous voulez, quand le prix au mètre carré augmente parce qu'on construit pas assez, on arrive à l'encadrement des loyers. Après, le permis de louer, c'est les marchands de sommeil qui abusent des gens, et ceux-là, c'est des gens à bannir. Il faut les dénoncer. Mais nous, professionnels, on sait si un appartement peut être loué ou pas loué. C'est ridicule. C'est une pratique de plus en plus répandue. Oui, ça a commencé par Paris, ça s'est étendu dans toutes certaines villes d'Île-de-France. Aujourd'hui, il faut stopper ça parce qu'on manque de logements. Et le fait d'attendre l'autorisation de la municipalité un mois, ça fait perdre. C'est des manques de logements disponibles. Ils sont. Voilà, et beaucoup de politiques l'ont compris, mais il fallait trouver les mots. Et là, il faudrait que ce soit, j'espère que la ministre l'acceptera, c'est la mairie qui prendra l'engagement, elle prendra l'engagement de donner une attribution, une convention, un agent immobilier qui lui sera exonéré de ce permis de louer pour les appartements. Et c'est la solution, voilà, c'est la solution. Et ça, plusieurs députés sont d'accord avec vous. Très bien. Voilà. Vous avez récemment monté un incubateur au sein donc, de la FNAIM du Grand Paris. Qu'en est-il exactement ? Alors cet incubateur, nous on va faire un incubateur immobilier. À ma connaissance, c'est le premier incubateur spécialisé dans un seul métier. Un incubateur, pour ceux qui ne savent pas, c'est un réservoir de start-up. Nous on va sélectionner des start-up, toutes liées à l'immobilier, qui seront en fait en quelque sorte, qui donneront des avantages à terme à nos adhérents et aux clients de nos adhérents. Parce que nos adhérents, ils ont des clients. Et quand on fait quelque chose, on passe à nos adhérents, mais surtout à leurs clients. Donc, soit c'est des remises parce que l'idée sera bonne, elle sera géniale. Donc, mais on est un vrai incubateur. Vous savez, qu'est-ce que c'est qu'un vrai incubateur? On va prendre les idées, on va sélectionner les idées, on va former les gens de A à Z. Déjà, ne serait-ce des startups, il y en a qui ont des capitaux énormes, de l'argent, qui sont déjà dans des bureaux, mais qui manquent d'un lien comme le nôtre. Bien sûr. Le cube jaune. D'un accompagnement. L'accompagnement de professionnels. Nous, on va s'occuper de les former déjà sur la coquille qu'ils doivent créer, sur la communication, sur la comptabilité, sur les métiers de l'immobilier. Il y en a plusieurs, on a 14 métiers, mais les trois principaux, c'est la transaction, la gestion et le syndic. Il y en a un quatrième, c'est la défiscalisation. Et donc, les startups qui rentreront dans ces créneaux-là, on va s'occuper de A à Z dans l'intérêt qu'ils réussissent. Parce qu'ils réussissent, nous, ce sera une image de marque pour nous. Bien sûr. Ça veut dire qu'on a bien fait le travail et on va les aider le plus possible sur tous les points. Et toutes les chances de pouvoir subsister et de grandir, ce qui n'est pas forcément le cas pour toutes les startups. Voilà, c'est ça. Voilà, nous, on va bien les accompagner de A à Z. Donc la jeunesse est aux manettes. Oui, mais il n'y a pas que des jeunes qui font des startups. D'accord. Écoutez, il y a énormément, il y a des milliards partout en ce moment. Le Covid, les gens ont économisé. Selon les médias, c'est 130 milliards. Un autre, c'est 150, un autre, c'est 180. Je vais prendre celui du milieu, 150 milliards. Dans les 150 milliards, vous avez une chose, il y a des gens qui n'investissent pas dans l'immobilier parce qu'ils sont à l'IFI. L'IFI est une vraie bêtise. On manque de logement et la personne qui est à l'IFI, qui a de l'argent sur son compte, si elle n'a pas confiance aux startups, j'ai demandé à ce qu'ils soient exonérés d'IFI à condition qu'ils mettent les logements en location. Voilà, l'IFI. Et à partir de 15 ans de location, s'ils revendent, qu'ils rentrent dans la plus-value normale. Vous voyez, c'est tout. Mais c'est une bêtise, si vous voulez, de se priver de l'argent. Vous connaissez l'expression, il faut aller chercher l'argent là où il est. Il y a des gens, beaucoup, qui n'investissent pas dans l'immobilier, il faut les exonérer de l'IFI. C'est comme la rénovation, j'ai dit une chose, ceux qui vont rénover les logements pour entrer dans les normes du nouveau DPE, il faut qu'ils puissent faire les travaux sans limite de montant sur le revenu. Parce que quelqu'un qui n'a pas de revenu foncier, il va creuser. Aujourd'hui, on est limité à 10 700 € de déficit sur le revenu perso. C'est technique, mais c'est à 2042. Ça, il faut aller sans limite de temps. Ce qui n'a pas de sens. Voilà. Il ne faut pas le doubler, il ne faut pas le tripler, c'est nos limites. Et après, avoir un crédit d'impôt du montant des travaux pour récupérer la quote-part de la CRG-RDS qui est de 17,2%. Et là, on va avoir des gens qui ont de l'argent et qui vont investir. Et ça, on passe le message aux politiques, on le passe énormément. Je l'ai passé plusieurs fois, il y en a plein qui l'ont compris. Et j'espère que ça va sortir parce que c'est des idées de la FNAIM, dans l'intérêt des adhérents de la FNAIM, mais surtout
du logement, parce qu'on manque de logement en Île-de-France. C'est aberrant de bloquer cet argent. Donc pour tous, même les gilets jaunes seront d'accord avec nous. Vous comprenez? Voilà, je le dis. Même les gilets jaunes, on va chercher l'argent des riches pour les loger eux. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Très bien. Bah, très bien, merci beaucoup en tout Allez, cas. merci, avec plaisir. Au revoir.